Pascal, Bonjour Yves. vous êtes non seulement fondateur du conseil d'entraide Vivre, mais aussi membre du comité des personnes concernées. Alors, ça s'appelle le comité des personnes directement concernées Directement par un concernées handicap. par le handicap. Voilà. En Île-de-France, parce que ça existe nulle part ailleurs. Voilà. D'accord. Et on a Alors, candidaté pour ça. Hein. pardon, On vous a avez... candidaté pour ça. D'accord. Plusieurs conseillers d'entraide ont candidaté et on a été 2 du conseil d'entraide à être reçus sur 30. Et je crois qu'il y a eu 150 candidatures, quelque chose comme ça. Et ce qui est génial, c'est, après je dirais ce que c'est, Oui, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a un réseau des personnes directement concernées qui s'est constitué. Tous ceux qui ont candidaté, qui le souhaitaient, sont restés dans le réseau. Et ce comité des personnes directement concernées par le handicap va contribuer aux politiques de santé de l'ARS Île-de-France. On est nommé en fait pendant 2 ans. En fait, on a été désigné pendant 2 ans. Donc au départ, c'était pour suivre le plan inclusif 2030. La région Île-de-France était en retard par rapport au niveau de la santé, au niveau du handicap. Voilà, on avait sur l'offre, il y avait un retard d'offre. Il y avait voilà, plein de solutions, plein de personnes sans solution. Et donc, il y a eu des crédits qui ont été donnés. Et là, l'ARS demande ce qu'on appelle les organismes gestionnaires, comme l'association d'entraide Vive qui m'emploie, ou les ailes déployées, ou d'autres, de répondre en fait à soit des appels à manifestation d'intérêt, soit des appels à projets. Voilà. Ils peuvent y répondre seuls ou se mettre en collectif. Et en fait, ils sont mis en concurrence. S'ils se mettent en collectif, c'est pas une concurrence, juste ils essayent de répondre à ça. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de faire passer quelques petits messages, comme par exemple, pas petit. Bon, le premier message qu'on a fait passer par rapport aux appels à projets, c'était de dire, mais est-ce que vous avez posé la question aux personnes concernées par le projet de cet appel à projet? Est-ce que vous les avez consultés pour voir leurs attentes? Quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs attentes? Là, tout à l'heure, voilà, mon collègue a dit, en fait, on a besoin de connaître mes attentes. En fait, je veux qu'on travaille à partir de mes attentes. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le fonctionnement actuel, c'est que on fonctionne sur des besoins repérés. Mais les besoins repérés, c'est pas parce que vous repérez des besoins des personnes que ces personnes-là, oui, même si votre offre elle répond à leurs besoins, elle répond à leurs attentes. C'est différent. Je peux avoir un besoin d'un logement, mais je peux avoir comme attente une vie intime épanouie. C'est un exemple pour faire un clin d'œil à Mohamed de tout à l'heure. Donc voilà. Et après, on leur a suggéré aussi dans leurs réponses, parce que les gestionnaires, ils vont répondre très très vite, etc. Et souvent, ils ont 2 mois pour répondre, c'est un peu juste. Donc ils répondent très très vite. On leur a dit, mais pourquoi ils ne répondraient pas avec des personnes concernées? C'est des organismes qui gèrent voilà, des structures où il y a des personnes concernées. Intégrer dans la réponse à l'appel à projet les propositions des personnes concernées. Voilà, on passe des petits messages comme ça. Voilà, de manière à ce que finalement, l'argent qui va être fléché, même si c'est beaucoup d'argent, c'est encore pas assez. C'est ce que j'ai dit à Madame Martinon la dernière fois. Je lui ai dit, bon, dites au gouvernement qu'en fait, c'est un investissement et que ça va faire des petits et qu'après, voilà, demandez plus d'argent, quoi. Parce que vraiment, c'est pas assez. Ça paraît beaucoup, mais finalement, c'est pas assez. Et le travail, ce qui est génial, là, c'est que c'est tout handicap. C'est-à-dire que là, ici, c'est la santé mentale, mais comme dans le conseil d'entraide, il y a des personnes qui ont un handicap physique, d'autres handicap mental, d'autres déficiences cognitives, troubles psychiques, autisme. Il y a de tout dans le conseil d'entraide, parce qu'au niveau de l'association d'entraide Vivre, on accueille tout type de handicap. Du coup, je pars un peu dans tous les sens, mais du coup, quand on a fondé le conseil d'entraide, l'idée, c'était de permettre à tout à chacun, donc les 2000 personnes qui sont accompagnées par des services de l'association, de rejoindre ce conseil et de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, à partir finalement de leur savoir expérientiel et leur savoir d'usage. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les personnes concernées qui sont là, elles sont passées par le sanitaire,
hôpital psychiatrique, souvent, par le social. Elles ont été suivies par une assistante sociale, de SSRS ou autre, au CMP. Elles ont été suivies par des structures médico-sociales. Elles ont tout un parcours et tout un savoir, en fait. Et là, vous parlez de décloisonnement entre ces justement, trois. Qu'est-ce que ça veut dire, le décloisonnement? le décloisonnement, c'est... on avait fait un grand colloque, Pascal Cacot est là, il était directeur général à l'époque, devant 900 personnes, et ça avait lancé un peu le conseil d'entraide. C'était Ensemble pour la cité, conjuguons nos ressources. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte que tout était cloisonné. Vous aviez, en France, en fait, vous avez le sanitaire d'un côté, le médico-social de l'autre et le social de l'autre. Hein, et le problème, quand vous avez des troubles psychiques, vous êtes suivi en secteur hospitalier, c'est que la MDPH, ils regardent ça moyen, parce que dire à votre patient, vous êtes en situation de handicap, c'est pas facile. C'est pas facile. Et que la personne se dise, mais non, mais je sais pas, j'ai peut-être un trouble bipolaire ou un syndrome, mais je suis pas handicapé. C'est-à-dire, se dire, je suis en situation de handicap, il faut avoir avancé dans son parcours et puis on n'a pas au niveau acceptation, justement. Oui, personne n'a envie d'être handicapé. Faut être, voilà. Et sauf que ça ouvre des droits. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, mes camarades, est tout à fait juste. C'est en fait, on a des droits et on les active pas, ces droits. Parce qu'en fait, en France, nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde peut ignorer ses droits, en fait. Donc, ou bien ne pas faire ne pas se lancer dans des démarches qui sont quand même très complexes. C'est ça. Et quand on a l'âge, par exemple, on en a le bénéfice que pour 3 ans, et il faut de faire une demande de renouvellement, etc. Enfin, oui. Alors, il y a des contraintes, effectivement. Ouais, et quand on travaille, l'âge est diminué de beaucoup. Mais en même temps, en fait, ce qui n'est pas connu, et c'est ça qui est assez fou, c'est que le sanitaire, par exemple, ne connaît pas les services du médico-social. Ils connaissent peut-être des SAVS, des SAMSA, mais ils vont ignorer que leurs patients peuvent faire une formation qui sera rémunérée en ESRP ou bénéficier d'un emploi accompagné à la sortie. Et donc, ils vont traiter l'aspect social, mais l'aspect professionnel ou les envies de projet des personnes, ça commence à venir, hein, parce qu'on y contribue, mais c'est pas forcément fait, quoi. Du coup, en fait, on n'a pas accès, on peut pas décider, on peut pas activer nos droits parce qu'on n'est pas au courant. Et donc, quand on a vu ça, quand on s'est réunis la première fois en 2009 avec le conseil d'entraide, il y avait une quinzaine de personnes donc accompagnées par l'association qui étaient toutes en colère, quoi. J'étais pas au courant. Mon dossier, j'ai fait un dossier. Je sais pas si j'étais obligé d'aller dans la structure qui était proposée. Je connaissais pas les sigles. J'aurais pu bénéficier d'une pension d'invalidité. J'étais pas au courant. Du coup, j'en ai pas eu. Enfin, vraiment gros coup de colère, quoi. Et donc, on s'est dit non, il faut informer, sensibiliser, former, communiquer et conseiller. Et conseiller nos pairs, mais aussi conseiller les professionnels, conseiller les entreprises. Conseiller le grand public, aller vers l'éducation nationale, aller vers tout finalement les espaces de socialisation de la cité. Voilà. Donc là, rétablissement dans la cité, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on a des espaces de socialisation qui sont clos et sont hermétiques, qui sont en silo. Et bien ça, le seul moyen finalement de rompre ça, c'est que les citoyens, vous tous, nous tous, qui avons l'expertise de la transversalité de ces systèmes, on agisse. Et on contribue à améliorer ces services. Et donc voilà, je ne sais pas si je suis assez clair, si j'ai répondu à la question. Mais en fait, voilà, c'est hyper important. Et les moments comme ça, et j'ai adoré de préparer cet événement parce qu'en fait, on est parti du public, des attentes du public. Et on n'est pas resté sur les attentes du public. On leur a dit, bon, on le fait ensemble, on prépare ensemble. Et cette magnifique thématique, elle est sortie de nous tous, quoi. Et je suis super content que Alexandre, par exemple, moi ça me rappelle qu'en 2012, jusqu'à 2012, je travaillais dans un groupe d'entraide mutuelle, le Tremplin, et je crois savoir que maintenant ils sont complètement autonomes. Ils ont ni gestionnaire, ni il est dans le 92, ils ont ni gestionnaire ni parrain. Voilà, donc peut-être les contacter. Ils sont pétés d'oseille. Non, c'est pas qu'ils sont pétés d'oseille, c'est qu'avant ils avaient un gestionnaire et un parrain, donc je pense qu'ils avaient l'argent et ils continuent maintenant de manière autonome. C'est pour ça que j'ai insisté tout au début sur l'autonomie. Voilà. Nous, on veut être complètement autonome.
un par un parce que la loi nous oblige, mais complètement autonome. Et en fait, c'est vers là qu'il faut tendre. C'est-à-dire que les groupes d'entraide mutuelle, quand ils se sont fondés, et c'est super que la loi 2005, finalement, ait fondé les groupes d'entraide mutuelle, les SAVS et les SAMSA aussi, hein, et reconnaissent les troubles psychiques, parce qu'avant, moi, mon premier dossier Cotorep, en 95, la psychiatre était bien emmerdée à mettre les trucs, ça correspondait pas trop, quoi. Mais bon, donc voilà, il y a eu ces reconnaissances-là. Cette idée de travailler sur le projet de la personne, c'était hyper novateur, hyper important, puisque finalement en France, les seuls qui ont un projet de vie à faire, c'est les personnes âgées qui sont en EHPAD et les personnes en situation de handicap. Là, si vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas de projet de vie à faire, vous n'avez pas à vous projeter. Mais cette idée de se projeter, c'est assez intéressant parce que justement, on peut exprimer des attentes, des envies. Et je pense que quelque part, on arrive à pouvoir exprimer sa motivation intrinsèque. Et dans cette idée de projet, il y a cette idée de motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Et moi, c'est juste, j'allais dire changer le monde, quoi. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est me dire que voilà, on a pu vivre des troubles, on a des souffrances, on a vécu des trucs pas cool, mais en même temps, maintenant, on voit la vie un petit peu autrement. Et puis, il n'y a plus de temps à perdre, en fait. Il n'y a plus de temps à perdre, il faut y aller. Il y a les moyens. Mais si, non, les moyens pas forcément financiers. Quand je parle de moyens, c'est la richesse qu'il y a en chacun de nous, quoi. Et là, c'est une richesse qui n'est pas forcément reconnue par les professionnels, puisqu'en fait, les professionnels accompagnent sur un champ très particulier chacun, quoi. Si on parle de prise en charge globale de la personne, mais bon, moi, je ne veux pas qu'on me prenne globalement en charge, globalement. Hein. Donc ça, c'est déjà où la personne au centre du dispositif, vous imaginez la personne au centre et tout le dispositif autour de la personne, où là, c'est très compliqué. Non, en fait, il faut être à côté de la personne. Et quand vous êtes à côté de la personne, moi j'étais professionnel longtemps, j'ai accompagné des personnes, mais c'est extraordinaire. J'étais formateur et quand la personne, en fait, elle comprend par elle-même, elle vous appelle, j'arrive pas, je comprends pas la division, je sais pas comment ça fonctionne. Et je lui dis, mais alors comment tu fais la division? C'est quoi la méthode? Ben, je fais ça. Oh merde, j'ai oublié de faire ça. Et elle a trouvé, elle a réussi, mais c'est génial. Je lui aurais donné la réponse, qu'est-ce qui se passe? Elle passe à l'exercice suivant, elle ne sait toujours pas faire la division. Voilà, en fait, on comprend mieux ce qu'on vit finalement. Et moi, ce que je voudrais, c'est simplement qu'on permette aux gens d'expérimenter, d'y aller, quoi. De pouvoir expérimenter. Et donc, c'est très bien d'être protégé. Mohamed, tout à l'heure, il parlait des bocaux institutionnels qui protègent, pour certains, on est très très bien. Moi, j'ai visité la masse du docteur Arnaud quand j'ai rencontré Lydie Gibek, elle était à l'époque directrice de la masse. Ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'à l'époque, il y avait un formateur père autiste qui aidait les professionnels en fait à faire des outils pour les personnes accompagnées, quoi, les autistes accompagnés, pour que ça... Voilà, c'était novateur et génial, je parle. On était en 2018, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui existent, mais il faut aller vers. Et les personnes des associations, c'est pour ça que moi, je voudrais que ça s'essaime, tout ça, montez votre conseil d'entraide, embauchez des pères aidants. Et ces pères aidants, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils développent la père aidance collective. Voilà, moi je suis pour la père aidance collective, l'entraide à l'infini, parce que l'entraide c'est comme l'amour, ça se divise pas, ça se multiplie. Voilà. Et du coup, voilà, faut y aller. Il n'y a plus qu'à, il y a des richesses. Chaque année, on voit au Forum Rétablissement depuis 2016 des personnes qui témoignent, qui partagent. Et là, moi, je fais un gros bisou à Tim Grissen qui est revenu exprès de Guadeloupe pour être là, et à Emmanuel Jouette d'avoir amené cette notion de rétablissement et au-delà, cette notion qu'on utilise depuis 2016 au Forum Rétablissement, c'est la notion de récit de vie. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans son récit de vie, on ose parler, on libère la parole, on a le récit de vie de la personne, et ben, la famille, ça va l'aider, les professionnels, ça va l'aider, et la personne, ça va l'aider aussi, quoi. Et on peut aider la personne à travailler son récit de vie et voir justement quelles sont ses motivations, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui l'anime. Et ça, c'est ça. En fait, si on peut favoriser les déclics comme ça, mais c'est juste génial, quoi. Et en fait, on a besoin d'être ensemble, justement, dans la cité, en collectif, et de combiner les savoirs, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal.